Bonjour, on ouvre. On abandonne un peu la recherche pour passer au côté pratico-pratique. Donc je vous présente une espèce de guideline et sa source que vous pouvez récupérer sur le stand de Trisomie 21 France. C'est pas de la pub, mais c'est un très bon outil pour les médecins qui manquent de références, on va dire. Je vais préciser quelque chose tout de suite avant de commencer, et pour clore une partie des critiques qui sont faites au monde médical. Dans le programme des études de médecine, les heures sur les 10 ans de formation consacrées au handicap trisomie 21, ça doit être 10 minutes. Voilà, comme ça c'est posé. Ne vous étonnez pas si vos médecins généralistes ou autres spécialistes en dehors des généticiens ont des problèmes avec la prise en charge. Voilà. C'est un tout petit bout dans la case handicap, et dans certaines facs, la case handicap, elle est même facultative. Donc il y a encore du boulot à faire. Donc ce suivi, c'est un protocole qui a été mis en place il y a maintenant, en 2000, il y a 15 ans, dans le cadre du réseau France Trisomie 21, avec l'aide de Bénédicte de Fréminville, de Madame Nivelon, de plein de gens, dont vous retrouverez les sources sur ce petit livret. Il y a eu plusieurs thèses. Moi, j'en ai retenu une parce que j'étais jury de celle-là. Mais il y en a eu quelques-unes depuis. Celle-là a le mérite d'être une thèse qui est très généraliste. Le principe, je ne m'adresse là qu'au côté adulte. On est bien sur le vieillissement et l'idée de prévenir le surhandicap. Autrement dit, on s'adresse à des patients porteurs de trisomie 21. Vieillissant, vous allez voir que l'âge n'a rien à voir avec le mot vieillir. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Donc d'abord, clairement, il faut les suivre régulièrement. Ça, c'est un b.a.-ba. Ce qui n'est pas toujours fait. Il faut savoir qu'ils ont des pathologies beaucoup plus fréquentes que les autres. Je vous les liste, on y revient. C'est la thyroïde, c'est la dépression. La dépression ne sera pas traitée par moi, mais par Caroline Demilly tout à l'heure. La fatigue que je classe dans les pathologies, on en a parlé hier. Les problèmes d'essence, les problèmes vrais du vieillissement cette fois, dans lequel il y a la maladie d'Alzheimer, et puis surtout l'évolution de tout ce qu'ils ont eu avant. On va y venir. Le problème de ces consultations, et vous le savez tous, vous qui côtoyez cette population, c'est qu'il faut prendre le temps. Ce n'est pas une consultation, si on veut la faire complète, qu'on peut faire en 15 minutes. Vous savez que la moyenne des consultations françaises de généralistes, c'est 13 minutes. Ça veut déjà tout dire, ils ne sont pas déshabillés en 13 minutes. Vérifier l'adaptation au travail et aux conditions de vie. On en a un peu parlé hier, de l'adaptabilité et de voir comment ils s'intègrent dans leur cadre et s'il n'y a pas des conflits au sein de leur cadre. Et puis rechercher les pathologies classiques. On commence par la thyroïde parce que c'est vraiment le plus fréquent. Ça rentre dans le cadre de leur dysimmunité, autrement dit de leurs problèmes d'auto-agression, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont une immunité qui s'est déréglée et qui agresse leur thyroïde. Donc c'est la plupart du temps une hypothyroïdie consécutive à une thyroïdite. Donc il faut faire un bilan au minimum tous les 2 ans, ça rentre dans leur bilan standard. Il faut surtout chercher des pistes d'orientation, la prise de poids, la fatigue, le rythme cardiaque qui change. Et la thyroïde, ça se corrige, ça se traite, c'est très facile, c'est un petit comprimé tous les matins. Au réveil, 15 minutes avant le petit-déj. Oui, parce que souvent c'est donné n'importe comment en plein milieu du petit-déj, donc c'est moins bien absorbé et du coup c'est beaucoup plus difficile. Et ça se contrôle au moins 2 fois par an quand on prend du lévothyrox ou un autre tous les matins. La dépression, je vous liste simplement les causes qu'il faut retenir parce que je ne vais pas traiter la dépression comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans le courant de leur vie, dans leur fil de vie, il y a plusieurs moments où ils vont être amenés à avoir, à minima au plus, un blues ou une vraie dépression. C'est la prise de conscience du handicap et des limites. C'est l'adaptation au travail ou au monde du travail ou aux encadrants ou aux collègues. C'est les deuils. J'ai mis des parents, mais c'est tous les deuils. Le mot deuil, vous allez voir, je pense avec Caroline Demilly, quand on perd quelque chose, on en fait le deuil. Ça peut être un animal, ça peut être un copain qui déménage simplement, ça peut être... Voilà. Et tout ça, c'est des facteurs de déstabilisation qu'il faut prendre en compte parce que ça peut les déstabiliser de manière suffisante pour qu'on rentre dans une dépression pathologique.
Les déceptions sentimentales, et quand on les met dans des IME, ils sont encadrés par des éducatrices ou des éducateurs, et très souvent, ils font un petit transfert sur quelqu'un qui n'est porteur d'aucune pathologie et qui, de plus, est leur encadrant, et ça rentre dans les relations interdites, et ça, pour leur faire comprendre, c'est pas très facile. On va passer sur un chapitre très conflictuel qui est l'agression. Les agressions, c'est pas du rêve. Moi qui ai une consulte de gens à problème, je peux vous dire que j'en vois très, très souvent. C'est des agressions, la plupart du temps, entre congénères, mais quelquefois aussi par un veilleur de nuit, un éducateur, voilà. Donc les agressions, quand il y a une modification de comportement psychologique, il faut y penser, il faut aller la chercher. Quand d'un coup vous avez quelqu'un qui bascule dans le mutisme, il s'est passé quelque chose. Et la mise à la retraite, c'est le dernier chapitre de la dépression. La mise à la retraite, c'est souvent un facteur... ils aiment bien leur boulot, ils aiment bien leur ESAT, leur CAT, leur activité. Et tout d'un coup, on leur explique que le monde du travail a changé, ils sont plus rentables, ils sont trop fatigués, qu'on va les mettre au rencard. C'est souvent mal digéré. Donc voilà, j'en parle pas plus, je vous ai listé quelques causes qui doivent vous éveiller à la question. Et Caroline Demilly parlera de la dépression. Moi, je vais vous parler de la fatigue. La fatigue, elle est très très fréquente. On l'a dit hier, Véronique Bricou, qui est plus physiologiste, vous a expliqué pourquoi. C'est un problème de dysautonomie, de problème d'adaptation. Ils ne sont pas capables de faire monter leur rythme cardiaque en fonction d'eux. Ils ont un rapport masse grasse, masse maigre qui n'est pas très bon. Résultat, ils se fatiguent plus vite que les autres, on va dire. Du coup, Véronique disait bien penser à adapter le travail, les choses, etc. Il faut aussi chercher une cause organique à cette fatigue, dans laquelle les apnées du sommeil, on y reviendra. Les dysthyroïdies, on vient d'en parler. La dépression, on vient d'en parler. Plus rare, la maladie cœliaque, qui est l'intolérance, la vraie, au gluten. Je ne parle pas de la mode. La néoplasie. Et puis d'autres causes bio auxquelles on ne pense pas et qu'on découvre petit à petit. Il faut savoir qu'ils sont très carencés en vitamine D. Et que la vitamine D, ce n'est pas que l'os, c'est les défenses, la dépression, la croissance osseuse, voilà, entre autres. Donc il faut les recharger en vitamine D, il ne faut pas hésiter. Le seuil toxique existe, mais il est vraiment très haut. Et puis l'essence. Quand je vais faire des formations dans des établissements, je dis aux encadrants, demain, vous prenez vos lunettes, vous commettez du scotch du scotch tout bête ou du scotch opaque, là, semi-opaque. Vous mettez 2 boules caisses et vous prenez 2 malabars. Et vous attaquez votre journée avec vos malabars, les lunettes où je vois que dalle, et en plus, j'entends plus rien. Et je mets au défi n'importe quel professionnel de finir la journée comme ça. Or, ils ont leur cataracte qu'on n'a pas opéré, ils ont leur bouchon d'oreille qu'on a oublié de leur enlever parce que personne n'a regardé, et puis ils ont leur trouble de l'articulation qui fait que personne. Quand on n'a pas l'habitude, on a du mal à les comprendre. Donc voilà leur vie de tous les jours. Mettez-vous à leur place, enlevez-leur leur bouchon, regardez les oreilles, emmenez-les chez l'ophtalmo, mettez-leur des lunettes. De toute façon, s'ils ont un bénéfice aux lunettes et s'ils ont un bénéfice aux appareils auditifs, ils les garderont. Et je vais tordre le cou à un autre problème. Il existe des appareils auditifs au tarif sécurité sociale. D'accord ? Donc on n'a aucune raison de ne pas appareiller nos patients trisomiques. Voilà. Et puis, il y a la bouche. Quelqu'un a parlé de la recette lyonnaise tout à l'heure. Moi, je viens de Lyon, c'est écrit là. Capitale de la bouffe. La bouche, c'est le plaisir. On avait une orthophoniste hier, Madame Thibault, qui nous disait, c'est ça, hein ? Quand on mange, il faut mastiquer. C'est en mastiquant que vous révélez les saveurs et les odeurs. Et si vous n'avez plus de dents pour mastiquer, vous perdez la moitié du plaisir. Quand je dis la moitié, je pense que c'est 80% du plaisir de la nourriture. Donc il faut leur apprendre à prendre le temps de mastiquer, à ne pas engloutir. Il faut éviter de leur faire sauter les dents. On a plein de bonnes raisons pour ça. On va y revenir. Donc ça, c'est une redite. Surdité, on a pareil. Baisse de vision, on les opère. Ça, c'était traité hier. La parole, on les envoie chez l'orthophoniste pour plein de bonnes raisons. Et le plus longtemps possible. Au bout d'un moment, ils saturent. Eh bien, on écoute, ils saturent. Alors, on fait une pause. Et puis, un peu plus tard, on leur repropose ou on change de mode de rééducation orthophonique.
Alors, est-ce que le vieillissement est plus précoce chez les trisomiques? Honnêtement, je pense que oui, mais je pense qu'il y a un gros biais. Le gros biais, c'est que la population qui vieillit maintenant, qui a 50, 60 ans, qu'est-ce qu'elle a eu comme jeunesse? Parce que là, on a parlé d'éducation précoce, on a parlé de stimulation, on a parlé de rééducation orofaciale. Qui a eu, de plus de 50 ans, une rééducation orofaciale comme on nous l'a recommandé hier? Personne. Moi, j'ai le souvenir, dans mon petit village de naissance, là, d'un jeune trisomique qui avait mon âge, ou enfin, à un poil près, et je ne l'ai jamais vu à l'école, je ne l'ai jamais vu que collé à sa maman, et quand je dis collé, c'est maximum 1,50 m. Donc, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, on n'a rien à critiquer là-dessus, mais à l'époque, on ne leur disait pas. Donc, c'est une génération qui n'a pas été stimulée, qui n'a pas été éduquée, qui n'a pas grandi comme ça. Et hier, on a parlé de quoi? On a parlé de plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est ce que vous arrivez à faire à vos neurones en les éduquant, en les entraînant. C'est comme de l'activité physique. Et de ce fait, je ne sais pas du tout ce que va donner, en vieillissement, la génération de ceux qui ont bénéficié de tous ces programmes. C'est tous ces jeunes qui ont 20, 30 ans maintenant, qui se débrouillent, qui arrivent à être autonomes, qui ont une vie... voilà. Je pense qu'ils vieilliront beaucoup plus comme nous que comme leurs congénères précédents. Alors, il y a quand même des raisons, après, organiques, et on y va. Donc ça, j'ai dit, ça peut faire arrêter le travail plus tôt. Il faut prendre en compte le fait que ça peut retentir sur la vie quotidienne. Il faut prendre en compte et rechercher des nouvelles pathologies. Et puis, il faut penser qu'il y a une partie de ces jeunes qui ont été opérés de cardiopathie, qui ont été suivis jusqu'à 13, 14 ans, 15 ans par les cardiopédiatres. Puis normalement, après, il y a un relais qui doit se faire avec les cardio-adultes, et très souvent, il ne se fait pas. C'est un problème qu'a levé la Fédération française de cardiologie pour la population tout venant, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, avec un message d'alerte en disant « Attention, les cardiopathies opérées, ça ne vieillit pas comme un cœur normal. Il faut les suivre. » Donc les pathologies antérieures, il y en a plein. Sur le plan cardiaque, il y a toutes les pathologies valvulaires, les communications intérieur-auriculaires. Vous savez qu'ils ont souvent des cardiopathies complexes. Et donc, à l'âge adulte, le minimum, c'est d'avoir une échocardiographie vers 20 ans. Et ensuite, on écoute ce que dit le cardiologue. Si le cardiologue dit cœur sain, aucune limite, on le revoit quand il y a quelque chose qui fait un signal d'alarme. Sinon, on le suit comme c'est marqué. D'accord ? Et il ne faut pas hésiter à revoir les traitements parce que ce qui était bon à 20 ans n'est plus bon à 40 et ce qui est bon à 40 n'est plus bon à 60. Le côté métabolique. Je vais exprès un peu vite parce que je vais vous laisser un peu de temps aux questions. Ils ont, vous l'avez remarqué, alors je vais faire plaisir aux Grenoblois, c'est-à-dire que moi qui interviens un peu dans toute la France pour parler du vieillissement des trisomiques, je dis il y a un endroit où ils ne sont pas gros. Et ici, ils vont tous me donner la réponse. C'est où? C'est à Grenoble. Et pourquoi? Et je leur donne la raison, c'est très simple, c'est que je ne sais même pas si eux, ils ont réalisé, peut-être quand même. C'est que Grenoble, c'est les Jeux Olympiques de 68 et que le tissu associatif grenoblois s'est greffé sur le reste des infrastructures de 68 et c'était tous des sportifs. Donc bravo, c'est extra. Continuez. Mais par contre, en ville ailleurs, en ville à Lyon, moi j'ai des IMC à plus de 40. Je ne sais pas vous voyez ce que ça veut dire, mais ça veut dire que quelquefois ils sont plus larges que hauts. Voilà. Et quand vous êtes comme ça, ça pose des problèmes de mobilité, de respiration, de complications ultérieures, que ce soit cardiaque et autres. De diabète, parce que quand vous êtes gros et gras, vous avez du diabète, presque tout le monde. Et que derrière, ça complique encore en ophtalmo. C'est bizarre, ils en avaient déjà. En vasculaire, en rénal, voilà. La goutte, la crise de goutte. Ils ont déjà un trouble du métabolisme de l'acide urique de fabrique. Il doit y avoir un truc dans le chromosome. Voilà. Mais en plus, s'ils prennent du poids et qu'ils mangent n'importe comment, la crise de goutte, c'est gagné. Et la crise de goutte, ça fait super mal. Et quand vous n'êtes pas capable d'expliquer, parce qu'ils ont un problème avec la douleur, c'est pas du tout qu'ils la sentent pas, ils la ressentent comme vous et moi, ils ne sont pas bien capables de la formuler. De dire qu'ils ont pas mal, c'est pas vrai. Parce que ces douleurs, elles se traduisent par des troubles du comportement qui peuvent être extrêmement importants en allant jusqu'à l'autisme. Des replis autistiques, il ne faut pas dire l'autisme, des replis autistiques, je vais me faire gronder par les psychiatres, elle n'est pas arrivée encore, c'est bon. Et des replis autistiques
et qui sont uniquement liés à l'état de douleur non formulable, ressenti, et qui leur prend la tête. Je vous rappelle que pour ceux qui ont plus de 50 ans, à l'époque, les soviets, ils torturaient les gens avec des petites douleurs continues. Et ça rend fou. D'accord ? Les Chinois aussi, avec les trucs sous les ongles. Sur un plan orthopédique, vous avez remarqué qu'ils sont très très souples, ils sont même hyper laxes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se mettre les jambes autour du cou. Mais quand vous êtes capable de vous mettre les jambes autour du cou à 20 ans, ça veut dire que vous surmenez vos hanches et qu'elles ne vont pas forcément bien vieillir. Donc ça, c'est un truc qui se surveille. Ça donne des évolutions arthrosiques. C'est comme une partie des sportifs de haut niveau qui se maltraitent. Ils finissent arthrosiques très tôt. Donc, c'est une liste. Coxarthrose, c'est l'arthrose de hanche. Gonarthrose, c'est l'arthrose de genoux, les pieds, les hallux, les pieds plats qui tournent, les chevilles, la scoliose. Et puis derrière, l'ostéoporose, parce qu'il manque de vitamine D. Donc, puisqu'il manque de vitamine D, ils vont faire plus d'ostéoporose. Et si on ne la traite pas, ils vont tasser leurs vertèbres. Un vrai catalogue à la Prévert. Sur le plan gastro-entérologique, la maladie cœliaque, c'est quelque chose de pas fréquent, très honnêtement. C'est plus fréquent que dans la population générale. Ne confondez pas la maladie cœliaque, la vraie intolérance au gluten, et les différents tableaux de gens qui se revendiquent intolérants au gluten, qui sont en fait, il faut savoir que dans ce qu'on a classé comme gluten avant, il y a plusieurs gluten, et que ça a été dénaturé par l'industrie alimentaire. Autrement dit, maintenant, il y a des gens qui sont intolérants à la fermentation de certains gluten, et qui se classent dans les intolérants au gluten alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont mieux quand ils ne mangent pas de pain, mais parce que s'ils mangent du mauvais pain, mais s'ils mangent du bon pain, eh ben, ils le tolèrent très bien. Donc, on ne parle pas de celle-là, on parle de la vraie avec des anticorps. Et ça, c'est une maladie qui donne des tableaux protéiformes et qui a été mise en cause dans un certain nombre de tableaux autistiques, là aussi. C'est une maladie qui peut parler à la fois sur un plan diarrhéique, à la fois sur un plan constipation, à la fois sur un plan... Tout le tube digestif est pris, de haut en bas, et ça donne effectivement des tableaux très variés. Quand on a un truc qu'on ne comprend pas, il faut doser les anticorps. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais c'est vrai que quand on en a... Sur une file de 240, je dois en avoir 3. Mais ça les a transformés, le régime. Et il n'y a pas de médoc. C'est-à-dire que tout d'un coup, on le met au régime sans gluten, le vrai, avec un subside de la sécurité sociale qui vous aide à payer vos compléments, ça les a transformés. Donc, quand c'est la vraie, ça vaut le coup. Bon, la constipation, on continue dans le même tuyau. Pensez quand ils vieillissent au fécalome. Ceux qui ont fait de la gériatrie savent que sur une personne âgée agitée, il faut aller chercher la rétention urinaire et le fécalome. Sur un porteur de handicap qui commence à changer, il faut aller chercher le fécalome et la rétention urinaire comme les autres. Ils font un peu moins de néoplasie, autrement dit de cancer, que les autres. Si on prend des séries, on parle des cancers solides. Pour autant, il faut penser à les chercher, notamment parce que, on l'a cité hier, ils ont plus de reflux que les autres gastro-œsophagiens. Et quand vous brûlez votre œsophage pendant toute votre vie, au bout d'un moment, il vous le rend. C'est-à-dire qu'ils ont plus de cancer de l'œsophage que les autres. Donc il faut bien les chercher. La vésicule aussi. Voilà. Après, c'est un peu comme pour tout le monde. L'apnée du sommeil, on va y revenir. On en a beaucoup parlé hier. Je voulais faire 2 compléments d'information. Puis ça m'a fait rire parce qu'hier soir, j'ai entendu une info sur France Info en rentrant, parlant d'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, elle est très très fréquente. Vous avez vu, hier, on a parlé de chiffres astronomiques, 95%. Alors, je mets un tout petit bémol là-dessus, c'est-à-dire que le seuil qui a été donné hier, c'est 10 apnées heure, apnée-hypopnée. C'est que le syndrome, en fait, c'est le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Et l'index qui est retenu pour dire, il y en a une, c'est 10. L'index qui est retenu pour dire on traite, c'est 20 s'il y a une comorbidité, autrement dit une autre maladie, ou 30 s'il n'y a pas de comorbidité. C'est-à-dire que vous, tous ici, si on enregistre tout le monde ce soir, il faut être une grosse valise, on va en trouver un certain nombre, parce que dans la population générale, il y en a plein. Et on vous traitera que si vous faites plus de 30 apnées-hypopnées par heure. Ça, c'est la prise en charge sécu pour la ventilation ou pour l'orthèse. D'accord ? L'orthèse, on l'a évoqué hier, on n'en a pas parlé plus. C'est une orthèse d'avancée mandibulaire, donc je vais me mettre 2 profils. Et c'est 2 gouttières qui sont retenues par une biellette et qui vont vous avancer pour la nuit
la mandibule, autrement dit, la mâchoire inférieure. Et en l'avançant, on avance la langue et on évite que la nuit, elle bascule derrière. D'accord ? Une grande partie de l'obstruction est liée à la bascule de la partie arrière de la langue par hypotonie et par son volume et par l'hypotonie du carrefour aéropharyngé qu'ils ont puisqu'ils sont hypotoniques. Je dis pas de bêtises, tout va bien ? Bon, ça va. Parce que je ne suis pas ORL non plus. Hein. Voilà. Les comorbidités, ils vont en avoir beaucoup. Donc, on peut les appareiller souvent jusqu'à 20. On parlait hier, et j'ai vu sur une diapo, où je ne suis pas d'accord du tout, je ne l'ai pas dit hier puisque j'avais la parole aujourd'hui, qu'il y a des complications pour les appareiller. Je dis non. Il n'y a pas de complications pour les appareiller. Dans la population générale, vous avez un tiers de vous tous, là, dans lesquels il y a un certain nombre d'apnéiques méconnus, qui ne toléraient pas l'appareil. Parce que Dark Vador, la nuit, pas terrible. Hein. Et quand on prend la population porteur de trisomique, c'est 1 sur 2 qui ne le supporte pas. Alors, ou on est optimiste et on dit que ça fait 1 sur 2 qui le supporte, ou on est pessimiste et on dit que ça fait 1 sur 2 qui ne le supporte pas. Ça vaut le coup d'essayer. Autrement dit, il faut d'abord essayer la pression positive. Puis il y a 2 autres choses. Il y a l'orthèse, mais l'orthèse, il faut avoir des dents pour les accrocher. Et faites ouvrir les bouches des trisomiques qui ont 50-60 ans. Vous allez voir combien il y en a qui ont des dents. Et suffisamment de dents pour accrocher l'orthèse. Alors moi, je suis en train d'essayer de lancer un truc là, parce qu'il y a un des labos qui fait des orthèses qui me dit mais en fait, on n'a pas forcément besoin de toutes les dents, on peut peut-être arranger quelque chose. Je les ai branchés là-dessus, mais pour le moment, c'est embryonnaire. Et puis il y a autre chose, et on n'en a pas parlé hier, mais sur les tracés, tous les gens qui ont fait une polysomnographie, avec ou sans électroencéphalogramme, savent que sur le petit boîtier qu'elle a, il y a une espèce de gyroscope, et on vous dit vous étiez couché sur le dos, sur le ventre, sur le côté droit, sur le côté gauche, au moment où vous faites vos apnées. Et par un phénomène mécanique, la plupart des apnées sont des apnées dorsales. C'est-à-dire que quand vous êtes couché sur le dos, vous ronflez. Nous, les hommes, c'est quand on a pris un petit coup de blanc le soir et qu'on a trop mangé. Donc on emmerde nos conjointes et on ronfle et on fait des pauses. Ouais, mais bon, la majorité quand même, c'est dans l'autre sens. Et donc, il y a les mesures positionnelles. Donc les mesures positionnelles se sont beaucoup développées parce qu'il n'y a pas le désavantage de l'orthèse, il n'y a pas le désavantage de la ventilation. Et il y a un truc très classique et très ancien qui consiste à coudre une balle de tennis entre les 2 omoplates, non pas sur la peau, mais dans le pyjama. Et la deuxième, c'est la frite de piscine. C'est-à-dire que vous prenez le pyjama, vous trouvez une bonne petite cousette qui vous fait une poche. Dans la poche, vous mettez une frite. Une grosse frite que vous avez coupée, pas la frite en entier. Hein. Voilà. Il faut que ça aille de là jusque-là, de manière à ce que vous ne puissiez pas vous retrouver sur le dos. Vous êtes forcément un petit peu de 3/4. Comme c'est désagréable, on se retourne de l'autre côté. Et il y a des Suisses qui sont des gens intelligents, un peu helvétiques sur les bords, on ne va pas critiquer, il y en avait hier, et qui ont mis un truc qui s'appelle Passuldo. P-A-S, S-U-L-D-O-S, ou L-D-O. C'est un sac à dos. C'est un sac à dos où il n'y a pas de boucle pour qu'il ne soit pas traumatisant. C'est avec des scratchs. Et dans le sac à dos, il y a une espèce de gros coussin gonflé, donc ça ne pèse rien. Alors c'est clair que vous ne pouvez pas vous mettre sur le dos. Ça marche très bien. Et comme c'est des Helvètes, ils ne sont pas cons, ils le vendent plus de 100 €. Donc vous allez chez Decathlon, vous achetez un sac à dos Quechua à 12,50. Dedans, vous mettez un oreiller léger pour pas que ça soit trop lourd. Puis vous prenez ceux qui ont les scratchs, parce qu'il ne faut pas qu'ils se blessent avec des boucles la nuit. Voilà. Et ça vous fait un pas sur le dos à peu près 15, 20 € grand max. D'accord ? Ça, c'est donc l'apnée du sommeil. Mais c'est fondamental parce que ça leur change la vie. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont crevés le matin, ils n'ont pas dormi de la nuit, en fait, ils ont fait des pauses toute la nuit. Vous vous rendez compte que 30 apnées par heure, sachant que c'est des apnées qui font plus de 10 secondes, ça veut dire que pendant 300 secondes, vous n'avez pas respiré chaque heure de la nuit. D'accord ? Et ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que les gens qui ont déjà fait des apnées, ils savent, c'est-à-dire que quand vous vous réveillez dans une apnée, vous avez l'impression que vous êtes en train de mourir asphyxié. Et donc, il y a certaines personnes que ça terrorise et qui refusent d'aller se coucher la nuit. Donc, quand vous avez un handicapé quelconque qui n'est pas capable de formuler bien ça et qui refuse d'aller se coucher, posez-vous la question de l'apnée du sommeil. Parce que la nuit, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Et quand vous savez que vous allez mourir, on ne va pas tout droit. Avec les grands résistants, on est encore à Grenoble. Et dans le Vercors, qu'elle est debout au poteau d'exécution. Je veux dire, la plupart ont fui.
Le syndrome de Pickwick, c'est, je l'ai parlé tout à l'heure, on va passer très vite, c'est quand vous êtes très gros, vous avez le gras du ventre qui fait remonter le diaphragme, et donc vous perdez une partie de votre capacité respiratoire. Le déficit, entre guillemets, cognitivo-amnésique, on en a plusieurs causes. L'isolement sensoriel, je vous l'ai dit tout à l'heure, la dépression, ça va être traité, les troubles du sommeil, on vient de parler. Il reste 2 chapitres. Un petit chapitre tout de suite, parce qu'autrement, Jacqueline, ne mêlez pas là, va me gronder. Ils ont un sommeil particulier, avec des fragmentations, ils n'ont pas le même sommeil que les autres. Quand on fait des polysomnographies ou des enregistrements du sommeil, ils ont un sommeil qui est très fragmenté, avec moins de sommeil paradoxal, et des mouvements beaucoup plus fréquents. Ça ne va pas tout à fait jusqu'au syndrome des jambes sans repos, mais c'est pas loin. Et des ondes un peu plus différentes. L'épilepsie, elle peut être présente avant, c'est 15 minutes. Très bien. On ne va pas tarder à passer aux questions. Ça peut être un mode d'entrée dans la maladie d'Alzheimer. Il faut les prendre en charge pour de vrai. Ils font des malaises, ils font beaucoup de malaises. Il y avait une question hier sur le Gutron. Ils font beaucoup de malaises d'hypotension orthostatique parce qu'ils ont des dysrégulations. Ils sont dysautonomiques. Il ne faut pas confondre un malaise vasovagal et une crise d'épilepsie parce que vous allez coller votre pauvre petit schtroumpf sous antiépileptiques pour le restant de ses jours. Et les antiépileptiques, on a vu avec la dépakine que ce n'est pas forcément tout à fait anodin. Donc c'est à traiter si c'est une vraie, mais il faut d'abord dire que c'est une vraie. Je vais un peu vite sur la maladie d'Alzheimer. On en a parlé hier beaucoup, à cause du gène APP, à cause de. Quand vous prenez 10 études, vous avez 10 âges moyens différents. C'est encore très variable parce que c'est des études toutes petites. Ça, on en a parlé. La maladie d'Alzheimer, c'est une démence, une altération globale et persistante du fonctionnement cognitif, avec des troubles de mémoire et du langage, et ou du calcul, et ou du jugement des pensées abstraites, et ou des praxis. Les praxis, c'est tous les automatismes qu'on a appris et enregistrés, qui deviennent des choses automatiques pour nous. Prendre un couteau, une fourchette, voilà, tout ça. Les connaissances des objets, la modification de la personnalité. Tout ça pour dire que ça a forcément un gros retentissement et qu'il faut faire un bilan qui est difficile parce que pour affirmer une maladie d'Alzheimer, on a plusieurs solutions. On leur fait une ponction lobaire, on en a parlé hier, c'est quand même un peu traumatisant. On leur fait une IRM, il faut rester dans le tube pendant 20 minutes, ça fait un bruit pas possible. C'est aussi relativement difficile. Ou on leur fait des questionnaires avec tout un tas de batteries et ils ne sont pas vraiment adaptés pour répondre ni au MMS ni aux autres fluences. Et c'est très compliqué. Donc en fait, globalement, on fait un diagnostic de probabilité d'Alzheimer sur un faisceau d'arguments. C'est-à-dire que vous avez une altération de la mémoire, une altération du jugement du temps et de l'espace, une altération des praxis, et on considère que, enfin les praticiens de terrain, que ces 3 faisceaux-là atteints suffisent à dire qu'on est dans un syndrome Alzheimer équivalent. Donc il faut aller chercher les signes, troubles du comportement, isolement, repli, la dépression, l'anxiété. Voilà. Il y a des erreurs d'habillement dans ce qu'il faut repérer. Ils se trompent dans leur rangement, alors que d'habitude ils sont plutôt cric-crac. Les erreurs ils ne sont pas capables de vous dire exactement quel jour on est. Par contre, ils savent très bien que ce n'est pas ce week-end qu'ils vont aller dans la maison, mais c'est le week-end d'après. Et l'anniversaire du copain, du truc, du machin, ils savent tous très bien. Donc quand ça se dérègle, c'est un dérèglement de l'échelle du temps. Il faut y faire attention. Et un truc auquel il faut penser, c'est les mots valises. Truc, machin, bidule, etc. Quand vous voyez apparaître ces mots alors qu'ils ne les utilisaient pas, c'est qu'ils ont perdu le mot initial. La fourchette, la valise, l'écran, l'ordinateur. Quand c'est truc, machin, alors que ça ne l'était pas avant, c'est qu'il y a un mot qui manque. Et le manque du mot, c'est une perte cognitive. Voilà, il se plaint de sa mémoire, il ne fait plus, il évite. Ça aussi, dans un foyer ou à la maison, il met la table. C'est son rôle, il met la table. Puis là, vous voyez qu'il ne veut plus mettre la table. Pourquoi ? Parce qu'avant-hier, il a mis la table, il a mis couteau, fourchette à l'envers. Il s'est fait engueuler par ses copains, parce qu'ils sont quand même pas tendres entre eux. Le lendemain, il a refait la même bêtise, il s'est refait engueuler. Le surlendemain, il dit non, mais j'y vais plus, c'est pas la peine que je me fasse engueuler. Ça s'appelle une conduite d'évitement. Méfiez-vous de la perte de poids, elle n'est pas de bon pronostic. Voilà, confirmer le diagnostic, on l'a dit. Il faut faire un étayage, il faut donner une information à la fois. Il ne faut pas chercher l'affrontement, ça c'est fondamental. Donc c'est calme, patience et sérénité, c'est pas forcément facile. Il faut le laisser et le pousser à s'exprimer
sur ses angoisses. Il faut lui parler normalement, pas comme un débile. Il faut l'occuper, le distraire, le sécuriser, le coucouner, faire de l'étayage, parce que les médicaments, ça ne marche pas chez eux. On n'a que les effets secondaires. En conclusion, mieux vaut prévenir que guérir, c'est ce que disait Véronique tout à l'heure avant. Faites-leur faire du sport, ils vieilliront mieux. L'autonomie, c'est marcher, c'est communiquer. Lutter contre le surpoids, c'est prévenir l'arthrose. Faire un suivi correct, ça leur évitera des problèmes. Toute confusion ou aggravation brutale, agitation inconnue est d'abord un problème organique avant de dire que c'est de la psy. D'accord ? Faites des bilans, prenez-les en charge comme tous les autres, ils le méritent. Voilà. Prise de sang tous les ans, le suivi régulier, vous l'avez sur le petit livret. On en a parlé. ORL, cardiologue, ophtalmo, régulièrement. La parole est à la salle.